prendre forme, une intelligibilité des choses qu'on a sous les yeux et dans lesquelles on patauge complètement, et tout d'un coup de voir émerger des lignes de sens. C'est ce qui est fascinant dans les travaux sur le monde contemporain, et là, tout d'un coup, on a l'impression de voir s'éclairer des choses qu'on connaît plus ou moins, mais dans lesquelles on n'avait absolument aucun point de repère. Il y a une cartographie qui émerge, et c'est tout à fait passionnant. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Danilo. Merci beaucoup Nathalie, merci surtout pour votre exposé. Nathalie vient de dire l'essentiel. C'est-à-dire, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas clair et désormais il y a une piste de lecture. On peut l'accepter ou pas, mais c'est vraiment une cartographie remarquable d'encore plus de textes, n'est pas toute de la littérature, ça va de soi, mais et c'est d'autant plus fascinant pour moi que j'ai essayé de travailler de l'autre côté. Mais je me centrerai évidemment sur votre intervention aujourd'hui. Je vais vous faire 4 remarques à chaud, parce que je n'avais pas pu lire vos textes avant. La première remarque, elle est classique d'un sociologue, excusez-moi de le faire de cette manière, plutôt d'un point de vue de la réception. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé il y a quelques décennies des écrivains pour des écrivains, qui tombaient dans une espèce de, comment dirais-je, d'exercice de style dans lesquels les jeux de mots finissaient par s'épuiser dans les jeux de mots. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'émergence d'un public qui, dans les années 70, lisait les œuvres des sciences humaines, collection Gallimard et d'autres, et qu'aujourd'hui achète une littérature informée par l'enquête, mais qui ne sont plus les sciences humaines et sociales, parce qu'il y a une difficulté, une manière d'écrire, une crise des sciences sociales qui reflète un changement du public. Et donc, première question qu'on peut vous poser, est-ce que cette littérature d'enquête, que vous décrivez si bien, ne peut pas se lire qu'en l'apparition d'un public qui a une demande et qu'un groupe d'écrivains est en train de répondre à cette demande? Donc, première question, excusez-moi la question parce qu'elle est périphérique à votre projet, mais pour moi, ça me fait penser à cela. Et si on prend au niveau des ventes, qui sont effondrées au niveau des sciences humaines, et qu'on voit que cette littérature, même si les ventes ne sont pas toujours très importantes, résiste, on peut penser qu'il y a un déplacement du public dans cette consommation. La deuxième remarque, elle est plus à cœur de votre projet, et j'ai de la peine à l'exprimer quelque part. Dans l'anthropologie postmoderne, et c'est peut-être la discipline dans les sciences sociales, a le plus discuté de l'écriture, davantage que les économistes ou que les sociologues, et même davantage que les psychologues. Je laisse de côté les historiens ou les philosophes qui ont beaucoup réfléchi sur l'écriture. Les anthropologues ont fait dans les années 80 beaucoup de travaux que vous connaissez très bien, dans lesquels ils ont mis à mal les régimes d'intelligibilité et de démonstration de l'anthropologie, en disant qu'au fond l'anthropologie n'était rien d'autre qu'une forme de récit. Et du coup on fait de l'auteur anthropologue véritablement l'objet central de l'enquête anthropologique. Et donc s'il y a un référent explicite au travail que vous êtes en train d'analyser, dont je n'avais jamais fait les liens comme vous venez de le faire, je pense que c'est tout dans l'anthropologie postmoderne. Et dans lesquels, à l'époque, la grande réaction a été de dire ils sont en train véritablement de mettre à mal ce qui a longtemps été le régime de vérité dans une science sociale. Pour faire, c'est ça qui m'intéresse, de l'auteur l'acteur de l'analyse anthropologique. Et donc les états subjectifs, les expériences d'enquête, l'étonnement, la difficile immersion, les journaux des bords qui ont été relus de Malinowski, mais pas simplement, devenaient les vrais objets. Et si on fait référence à la collection classique chez Plon, il y avait déjà cette volonté de témoignages qui devenaient à un moment donné véritablement le régime de vérité des sciences sociales, en tout cas dans cette version de l'écriture. Et ce qui est intéressant dans ces formes d'écriture, lorsque je pense à certains travaux d'anthropologues, c'est vrai qu'en référence à ce que vous venez de dire, le véritable objet devient la thématique même de la vie, c'est-à-dire inachevé, fragmentaire, dans lesquels il y a des épisodes qui ne s'achèvent pas, qui n'arrivent pas à une totalité quelconque, et dans lesquels véritablement c'est comme le flux de la vie, dont il s'agit à un moment donné de raconter en période A, en période B, sans véritablement donner d'explication d'ensemble. Et donc, deuxième remarque, cette écriture du moi, c'est quelque chose qu'on peut interpréter là, pour le coup, dans les cadres de la modernité, dans lesquels c'est l'écrivain lui-même qui devient l'héros de son propre roman. Et donc, on n'est pas dans l'aventure d'une écriture, on est l'aventure d'un auteur. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le départ par l'autofiction. Peut-être qu'il s'agit d'une forme nouvelle d'écriture du moi, dans laquelle l'écrivain, non plus omniscient, mais omniprésent, envahit véritablement l'œuvre de la fiction et devient lui-même le personnage principal de la fiction, l'œuvre littéraire qu'il est en train de témoigner. Donc, un mot, une hyperbole, une enflure du moi qui reflète cette littérature.
et qu'on trouve en tout cas dans les sciences sociales de plus en plus, ou dans toutes les enquêtes sociologiques. Parfois on n'apprend pas beaucoup ou pas grand-chose de l'enquête elle-même ou des objets, mais on apprend beaucoup sur l'auteur lui-même. Une espèce d'exhibitionnisme, striptease personnel très poussé. La troisième remarque, et là, celle qui m'intéresse le plus, excusez-moi de la formuler très maladroitement parce que j'ai en train de réfléchir à ce que vous venez de dire. On est en train d'assister, là, au-delà de la frontière littérature, sciences humaines et sociales, à une transformation de la manière, des régimes de vérité, c'est-à-dire des manières d'énoncer le réel, dans lesquelles il est évident que la voix d'un moi, cartésienne, omniscient, n'est plus suffisante, et qu'il faut chaque fois que la parole de quelqu'un soit étalée sur des documents, sur des enquêtes. Sauf que cette enquête ne suffit pas non plus à elle-même. Je pense aux blogs, donc très fréquents, où on circule entre des mélanges des impressions personnelles, des modes d'argumentation, des images, c'est-à-dire des régimes discursifs dans lesquels on ne sait pas exactement où se trouve la véritable monstration ou démonstration de la réalité. Et que la vérité, c'est une espèce de patchwork de différents régimes qui se mélangent, qui vont se chevaucher, télescoper les uns aux autres, et que c'est plutôt une impression de vérité que véritablement une forme de connaissance à laquelle nous assistons. Et donc, c'est quelque chose là d'assez troublant. Encore une fois, excusez-moi de l'exprimer mal, mais qu'on peut sentir dans le monde journalistique, dans le monde de l'enquête sociologique, dans la manière où intervient la littérature, parfois dans la manière où les commentaires sur la vie politique sont en train de se faire. Bref, un régime de vérité un peu étrange qui travaille par accumulation des facteurs et qui là encore pose une question particulière à la manière dont notre société aujourd'hui est en train de construire ce que vous dites, les choses brutes, etc. Et la quatrième remarque, excusez-moi d'être aussi décousu dans mes réactions, porte sur quelque chose que là, je sors maintenant de votre objet lui-même, la littérature de terrain, et je reviens aux sciences sociales, humaines et sociales. Ce que vous venez de dire, c'est un incroyable travail d'inquisition de l'état des sciences humaines et sociales aujourd'hui. Au sens que nous sommes dans des disciplines qui avons construit difficilement, pendant un petit siècle, un régime de démonstration ou d'administration de la preuve. Et nous sommes en train de vivre une période dans laquelle les sciences humaines et sociales sont en train de perdre cette capacité d'administrer la preuve. Je parle d'une chose qui est très éloignée de ce que vous venez de dire, mais c'est la même chose, l'utilisation des big data, c'est-à-dire une simple corrélation d'un nombre, soyons clairs évidemment, incroyable de données, fait office de preuve. Donc tout le monde sait que la rationalité, elle est inexistante. Mais ça fait preuve. Et donc du coup, nous sommes entrés dans un monde dans lequel les sciences sociales elles-mêmes ne proposent plus des modes d'intelligibilité, d'administration de la preuve. Et évidemment, dans ce type de rapport, la littérature peut avoir autant de, dirais-je, des droits à énoncer le réel, à avoir un accès à une forme de vérité qui peuvent avoir les sciences sociales, mais pas parce que la littérature est en train, quelque part, de faire de meilleures enquêtes que les sciences humaines et sociales. C'est parce que les sciences humaines et sociales sont en train de voir s'estomper, entrer en crise radicalement leur mode d'énonciation de la vérité. Et tous ces 4 points, il me semble, renvoient à une chose qui est le plus important, me semble-t-il, ce qui me fascine parce que je n'avais jamais, un peu comme Nathalie, observé les choses de cette manière. Ce mot enquête est un mot évidemment ambivalent, comme beaucoup de mots, mais qui veut dire des choses radicalement différentes. D'un côté, l'enquête, c'est un mode de recherche appuyé sur des protocoles scientifiques extrêmement durs. Et l'enquête est à l'origine des sciences modernes au XVIIe siècle. Et après, le mot enquête est devenu autre chose. Et commence à devenir autre chose, y compris dans les sciences dures, qui consiste à rien d'autre que des formes assez vagues d'accumulation des données, de mise en forme des textes, des éléments disparates qui sont plus ou moins juxtaposés, des corrélations sans explication, démonstrations qui n'ont pas de la démonstration, des images, etc. Et nous sommes en train, me semble-t-il, votre exposé est fascinant, nous sommes en train d'assister à l'explosion véritablement de la manière dont nos sociétés sont en train de construire le rapport à la réalité, et derrière ce rapport à la réalité, le rapport à la vérité. Ici, je crois, c'est que votre exposé aujourd'hui souligne d'une manière extrêmement, je dirais, formidablement intelligente et originale, parce que j'ai jamais, même dans vos travaux précédents que j'avais lus, jamais vu cette présentation dans cette optique de la manière dont la littérature, un groupe des écrivains, sont en train aujourd'hui de reconstruire le rapport au réel et à la vérité. Je réponds. Je vous remercie vraiment parce que c'est très éclairant en fait de voir comment un propos comme ça un peu risqué, parce que c'est vraiment un champ que j'essaye
d'écrire et dont on prend conscience là maintenant, peut être perçu en retour par un sociologue. Alors, je vais reprendre un peu les réflexions que vous avez et y apporter peut-être les nuances que j'y vois moi-même. Sur la première question, sur l'émergence d'un public, si on vous entend bien, ça laisserait supposer que ces livres répondent à une demande. Hein, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que chacun d'entre eux a véritablement innové une forme qui n'était pas attendue. Hein. Dans des travaux antérieurs sur la littérature contemporaine, j'avais essayé de distinguer justement des régimes de littérature, en m'appuyant d'ailleurs sur des travaux de Nathalie Hennick notamment, des régimes de littérature différents où il y avait des littératures qui répondaient à une demande préalable de la collectivité sociale, c'est-à-dire du divertissement, cultivé, enfin voilà, bon, et qui a tendance à produire une littérature un peu académique finalement, ou assez traditionnelle, qui, bon, un romanesque déjà un peu convenu. Et puis une littérature que par opposition à celle-ci que j'avais appelée consentante, j'appelais déconcertante, qui était au contraire une littérature qui produit des choses qu'on n'attendait pas et qui aiguise du coup l'esprit critique, qui produisent de l'inouï, de l'inédit, de l'inattendu. C'est plutôt ce qui se passe avec ces textes-là. Mais en revanche, je trouve que votre suggestion est excellente parce qu'elle permet de comprendre que, alors non pas du côté de la demande, mais du côté de l'offre, si on veut, que ces textes sont produits justement par des gens qui ont été nourris au structuralisme, qui ont été nourris à la nouvelle critique, qui ont été nourris aux sciences humaines et sociales telles qu'elles ont dominé la scène intellectuelle des années 50, 60, 70. Leur génération en témoigne, enfin ils sont tous passés par là. Et finalement, pour eux, l'enjeu, c'est véritablement de trouver comment articuler ce qui a constitué leur formation intellectuelle et ce qui semble être l'enjeu qu'ils veulent donner à leurs œuvres aujourd'hui, qui est un enjeu de prise plus immédiate sur un réel que, par ailleurs, les théories de l'époque leur disaient inaccessible, quoi. Et je pense que de ce point de vue-là, oui, il y a une formation intellectuelle qui s'est faite et qui conduit maintenant à l'élaboration de ces formes. Donc, je serais d'accord avec vous, mais plus du côté de l'offre que de la demande, sachant en plus que la plupart de ces textes sont quand même relativement confidentiels. Alors certains ont eu beaucoup de succès, Carrère par exemple, Annie Ernaux bien sûr, mais Chauvier, je ne suis pas sûr que ces petits opuscules aient été distribués par centaines ou par milliers. Vous voyez, donc je ne pense pas qu'il y ait qu'il y ait déjà quelque chose qui se soit socialisé en termes de commerce, de demande, etc. Bon. Deuxième remarque, oui, je suis tout à fait d'accord sur l'influence qu'a pu avoir l'anthropologie postmoderne. Je pense que, alors, je ne sais pas si ces gens ont lu Geertz, s'ils ont lu Clifford, etc. Mais il y a après une diffusion des idées, effectivement, dans le monde culturel. Et je pense qu'effectivement, cela a pu jouer un rôle important. Ils sont aussi, effectivement, un peu les enfants du linguistic turn ou du tournant interprétatif, enfin, toutes ces questions-là. Néanmoins, vous dites que l'écrivain devient héros de son propre roman. Or, c'est justement pas ce qui se passe. J'ai dit que l'écrivain était présent dans l'énonciation. L'énonciation se fait en première personne, mais l'écrivain n'y est jamais l'objet central des textes. Ou très très rarement. Il est celui qui effectivement va sur le terrain, qui recueille, qui enquête, qui écoute, qui note, mais il n'est jamais celui qui fait part de ses émotions, de ses enthousiasmes, etc. Il ne se met pas en scène, et donc ce n'est pas une écriture du moi, c'est véritablement une écriture de l'altérité, hein, dont le sujet, une altérité vue évidemment de manière subjective, hein, ou alors dans ce cas c'est une écriture du moi extrêmement indirecte, hein, par le fait qu'on parle de soi en allant choisir les objets qu'on se donne, les lieux qu'on va visiter, etc. Mais il n'y a véritablement pas là de concurrence avec l'autofiction ou avec ces formes-là, pas du tout. Et donc, c'est Daniel Sifaï qui, dans son livre justement sur l'enquête de terrain, alertait sur cette espèce de tendance un peu narcissique finalement d'un certain nombre de pratiques de sciences humaines et sociales qui mettaient en avant le chercheur et son aventure. Là, il ne s'agit justement pas de cela. Et c'est aussi ce qui différencie ces textes-là, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'occasion de le faire, des textes des écrivains reporters des années 30, par exemple. Hein. Alors, sur la transformation du régime de vérité, les deux remarques que vous faites là-dessus, questions 3 et 4, là, oui, vous avez là tout à fait raison. On est dans un moment d'égarement des régimes de vérité. Ces livres-là sont tout à fait spécifiques
par leur forme, qui est une forme non liée, hein, la syndète que j'évoquais tout à l'heure. Ils pratiquent par fragments qui sont disparates, qui sont polyphoniques, qui sont achronologiques, alinéaires, et donc ils donnent effectivement des données, hein, dans une sorte de vrac apparent ou de chaos, dont il ne faut pas être complètement dupe, parce que même un livre en fragments est organisé par l'écrivain quand même, hein, mais c'est des livres qui sont en fragments et qui cherchent à faire effet de fragments, enfin qui cherchent à montrer qu'ils sont en fragments, à se mettre en scène comme tel, et qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas de vérité qui viendrait subsumer et organiser l'ensemble, mais que c'est un peu au lecteur de faire son travail d'intellection à partir du matériau qui lui est proposé. Et donc ça joue plus du côté d'un travail de déstabilisation que du côté du travail de conviction, en fait. Hein. Alors, effectivement, ça remet l'accent sur le qualitatif par rapport au quantitatif, sur le cas par rapport à la position d'ensemble et tout. Et donc, ça met en question les modalités d'administration de la preuve, du régime de vérité auquel on est confronté. Mais c'est aussi parce que ces écrivains sont les héritiers d'un Claude Simon, par exemple, qui leur a fait comprendre que ce n'était pas leur fonction. Voilà. Et c'est ce en quoi ils se détachent beaucoup des positivistes de la fin du 19e, ou du début du 19e d'ailleurs, au début du 20e encore. Je pense qu'en même temps, ça met aussi le doigt sur quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Parce que moi, j'ai un peu tendance à faire crédit à ces écrivains parce qu'ils m'intéressent et constituent un corpus que je trouve plutôt stimulant et j'ai envie, à certains égards, d'adhérer à ces œuvres qui me bousculent et m'interrogent. Mais ce type de pratique permet n'importe quoi. On en a eu des preuves récentes il n'y a pas si longtemps que ça, hier, c'est ça dans certains types de discours amalgamants qui, effectivement, produisent des effets, mais ne produisent pas de vérité véritablement, enfin, démontrée et soutenable. Merci beaucoup. Je veux bien te poser quelques questions. Danilo, Et puis après, tout le monde. Non, c'est juste quelques remarques qui me sont venues. Juste un petit témoignage à propos de l'ambiguïté générique, ce que tu disais, notamment de Chauvier et son anthropologie. J'ai connu ce texte parce que j'étais membre du jury du prix du pamphlet et qu'il faisait partie des livres sélectionnés pour ce jury et qu'on m'a présenté ce livre comme ambigu entre de l'anthropologie et de la fiction et de la littérature, bon. Mais en fait c'était au titre d'un pamphlet. Mais pamphlet contre l'anthropologie? Non, pamphlet social en fait. Et donc c'est pour dire à quel point cette ambiguïté générique nourrit aussi cette question de la porosité avec ce que tu disais sur les modes d'intervention politique, d'intervention sociale, etc. On est vraiment sur trois genres. Là. Ça pose la question des usages d'ailleurs. Des usages, absolument. Absolument. Deuxième petite remarque, juste je suppose que tu vas, j'espère, publier tout ça. Dans la sociologie contemporaine, l'écho, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est par exemple le début des années 90, la misère du monde de Bourdieu. C'est-à-dire que l'apparition de la mise en scène de l'enquête par entretien, matinée d'intervention sociale, qui est en fait, grosso modo, le matériau du sociologue à qui on commande une enquête, hein, et Bourdieu décide de publier le matériau. Hein, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, d'habitude on publie les résultats de l'enquête, là, il publie le matériau. Ce qui évidemment a permis à pas mal de chercheurs de trouver que ces entretiens étaient faits en dépit du bon sens, c'était le contre-exemple de ce qui doit se faire en sciences sociales. Mais je ferme la parenthèse. Lesquels ont d'ailleurs donné lieu à des pièces de théâtre, des adaptations, enfin sont passées complètement du côté de la littérature. Donc là, ça a été, je crois, un moment assez fort dans l'histoire de cette porosité entre littérature, sciences sociales, intervention politique. Hein. On est vraiment, ce livre a été un peu au nœud de ça, mais c'est pour dire que ça ne produit pas que des bonnes choses. Je ne veux pas parler des effets politiques de ce livre, mais en tout cas en termes pédagogiques, en termes heuristiques, c'est considéré comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. J'ai pensé aussi en t'écoutant, à propos de ce que tu dis donc, sur l'enquête, qui est un peu le nœud de tout ça, le livre de Boltanski, Énigmes et complots, qui essaye de faire un lien, pour le coup beaucoup plus théorique, entre un certain genre littéraire, celui du policier, etc., et un certain état des sciences sociales.
Alors oui, simplement le livre de Boltanski ne vient pas jusqu'à la période contemporaine. Et il reste sur des modèles de romans policiers qui sont quand même des modèles assez anciens, plutôt le roman à énigmes, après le roman un peu Simenon, mais il ne vient pas sur les modèles du néo-polar, enfin des textes de Déninx et compagnie. Fait le lien entre ce genre très traditionnel du polar et ce que tu étudies et un certain style des sciences sociales. Voilà. C'est juste une suggestion pour aller plus loin. C'est toute l'ambiguïté aussi du terme d'investigation d'ailleurs, hein, qui revient avec journalisme d'investigation. À propos de ce que tu dis aussi sur je trouve que c'est un très beau terme, la veille méthodique des inflexions du projet, on est exactement dans une tendance très actuelle aussi en sociologie, peut-être en sciences sociales en général, qui est la réflexivité. À la fois la réflexivité du chercheur sur son travail et l'utilisation de la capacité de réflexivité des acteurs comme matériau pour le sociologue. On est là encore dans des choses extrêmement proches. Moi, ce qui me trouble, évidemment, c'est que la sociologie est au cœur de la vieille tension bien connue entre humanité d'un côté et sciences sociales de l'autre. Et là, qu'on peut réélaborer avec les concepts de Norbert Elias sur l'engagement d'un côté, la distanciation de l'autre, les sciences sociales étant du côté de la distanciation, les humanités plus du côté de l'engagement ou de l'implication. Et évidemment, ce que tu décris, on est totalement du côté de ce pôle de l'engagement, de l'implication de l'auteur dans ce qu'il propose. Mais c'est évidemment troublant, et je pense que Danilo en a un petit peu parlé, de voir comment ce modèle littéraire peut fournir à des chercheurs en sciences sociales un point d'ancrage pour abandonner, j'espère provisoirement, l'ambition positiviste de la preuve, pas forcément des méthodes quantitatives, mais en tout cas de cette forme beaucoup plus construite et avec des exigences, disons, scientifiques beaucoup plus élaborées qui font quand même une partie de notre discipline. Donc là, il y a un jeu assez ambigu, je trouve, et pour le coup, la littérature fournit ici un point d'appui à une polarité dans cette tension qui habite les sciences sociales, qui est tout à fait neuve, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, par exemple. Alors, deux éléments un peu plus généraux. J'ai été quand même étonnée que tu ne parles pas du journalisme, parce qu'une bonne partie de ce que tu décris sont des textes qui auraient parfaitement pu être produits par des journalistes, ou qui l'ont été. Pensons à Florence Aubenas et à son travail de journaliste qui devient d'une certaine façon quasi romancière. Hatzfeld est quand même un journaliste, Truman Capote a été un journaliste. Donc on a une contiguïté avec le monde du journalisme qui me paraît au moins aussi pertinente que la contiguïté avec le monde des sciences sociales, même si, comme vous l'avez tous les deux très bien dit, notre culture actuelle est énormément nourrie de ce savoir de sciences sociales, même si on n'a pas fait de sociologie ou d'histoire ou d'anthropologie à la fac, les gens sont très nourris de ça, y compris les écrivains, mais ils sont aussi totalement nourris du modèle du reportage journalistique. Et là, je pense qu'il y a aussi un modèle implicite qui me semble-t-il, interrogé au même titre que la contamination, si on peut dire, par des modèles d'ethnologie, d'ethnographie de terrain, etc. Et puis, dernière chose, je n'ai pas peur du réductionnisme sociologiste le plus radical. Je suis absolument convaincue par ta proposition d'explication de ce phénomène par la politique des résidences en région, des résidences d'écrivains. Ça peut paraître extrêmement sociologiste, mais plus que la question des publics que Danilo a mis sur le terrain, je pense que l'expérience depuis 20 ans, depuis les années 90, d'écrivains qui parviennent plus ou moins à gagner leur vie en étant envoyés en résidence sur le terrain, les pousse à se muer en ethnographe, en ethnologue. Et en plus, en général, au contact de populations défavorisées parce qu'on leur demande de faire des ateliers d'écriture dans les prisons, dans les HLM, etc. C'est une base, me semble-t-il, évidente pour produire ce type de littérature. C'est un petit peu réducteur par rapport à tes hypothèses finales, mais je pense que, moi je serais assez pour mettre ça en premier plan. Oui, mais sauf que quand on regarde les corpus que j'avais constitués, c'est cette question de résidence d'écrivains ne concerne que 20 à 30% des écrivains et ne concerne pas forcément les livres que je fais entrer dans le corpus de ces écrivains.
Et du coup, il y a certainement un effet d'accélération ou d'augmentation du phénomène, mais c'est pas ça qui est décisif, oui, c'est ça. Je pense que ça a pu. Mais ça peut le favoriser, bien sûr. Des expérimentations littéraires qui ont diffusé. Bah, c'est à partir du moment où on met l'écrivain sur le terrain, évidemment, il en tient compte pour faire quelque chose. Oui. Oui, bah ça, bien évidemment. Quant au rapport avec le journalisme, en fait, je suis en train de commencer à discuter de ça avec Florence Aubenas elle-même, justement. Mais pour l'instant, ce que j'avais essayé de faire, c'est voir les rapports qu'il pouvait y avoir entre le travail des écrivains reporters, qui étaient souvent des romanciers des années 30, et ce travail-là qui est quand même radicalement différent. En revanche, effectivement, alors le modèle Truman Capote, il est souvent cité, mais en même temps, on voit bien les différences et les distances qu'ils prennent. Avec Florence Aubenas, c'est quand même différent. La différence porte sur la mise en œuvre littéraire après, c'est-à-dire sur l'autre versant du travail, c'est comment ça s'écrit ensuite, ces choses-là. Et là, il y a une différence où l'écriture d'Aubenas est quand même une écriture plutôt factuelle, même si elle a un certain talent pour le faire, alors que chez les écrivains, il y a une réélaboration qui est plus évidente. Mais par exemple, Rollin a publié aussi, d'ailleurs séparément, ses reportages parus dans la presse, L'homme qui a vu l'ours, et puis les livres auxquels je fais allusion ici. Enfin, je pense à Jean Rollin, bien sûr. Oui. Il y a sûrement des questions. Peut-être pour rajouter un petit peu sur l'histoire de résidence, il y avait un colloque justement vendredi sur les résidences d'écrivains et tous ces enjeux-là à l'Université de Lorraine, le CREM s'occupe de ça, et du coup il y a une idée qui peut être intéressante aussi, c'est de distinguer les nouveaux entrants qui, eux, pour le coup, sont très demandeurs de ce type de dispositif parce qu'ils n'ont pas encore la légitimité et la reconnaissance économique. Et de là, il y aurait des modèles comme François Bon, Jean Rollin. En effet, ce n'est pas la résidence et la commande qui vont créer ces textes-là. Par contre, pour certains écrivains, nouveaux entrants, type collectif inculte, il y en a beaucoup qui ont pratiqué ça dans certains types de résidences. Il y en a une à Lille, etc. Où eux, vraiment, il y a un réel impact de cet attendu un peu implicite du portrait du lieu. Oui, mais Oliver Rowe, qui était en résidence à Lille, à ma connaissance, n'a pas produit de texte de ce type pour l'instant. Bon, alors peut-être qu'il y en a un qui va apparaître. Mais... Là, je parlais surtout des écrivains, par exemple des écrivains itinérants à Lille, où vraiment on a attendu à chaque fois. Il y a eu le petit livre d'Arnaud Bertina, par exemple, qui avait dû participer à ça, où il y a eu une présentation là-dessus, où on attend un portrait du lieu. Il y a aussi Maëlys de Kerangal avec la friche pierre, feuille, ciseaux. Il y a un nombre comme ça assez conséquent de nouveaux entrants qui eux passent par là, Joyce Orman, pour Gare du Nord. Pour commencer. Ouais, Résidence au Gare du Nord, il était au résidence au Gare du Nord. C'était un dispositif. Super. Ouais. Il y avait un voyage dans le transsibérien aussi, il y a quelques années, avec Oui, mais alors, par exemple, le voyage en transsibérien, où il y avait Maëlys de Kerangal, qui a publié ce livre qui s'appelle, j'ai oublié, Tangente vers l'Est. Tangente vers l'Est, c'est une fiction, c'est pas une enquête de terrain. Il n'y a pas de récit d'enquête, il n'y a pas de... Bon, le livre, enfin les livres qui en sont issus, celui de Daniel Salnave, c'est un récit de voyage traditionnel, c'est pas un travail d'enquête de terrain non plus. Donc vous voyez, il faut être très prudent avec ça, parce qu'il y a des effets de résidence ou d'itinéraire, comme ceux que vous évoquez, qui donnent lieu à des récits de voyage finalement assez académiques, ou qui donnent lieu à des fictions. Et donc on n'est pas dans ce dispositif-là. C'est sûr que si on réduit ton travail à littérature de résidence, c'est tout de suite moins intéressant. J'aime à te l'entendre dire. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très éclairant. Et puis le dialogue que vous avez eu tous les trois l'été aussi, j'étais assez intéressée par ce que disait Nathalie sur le journalisme et j'insisterai volontiers là-dessus. Elle a dit aussi un certain style de sciences sociales. Et justement, j'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'il a été question des sciences sociales, les sciences sociales, les sciences sociales. Il me semble que les sciences sociales, c'est surtout une arène de débat explicite, mesurée, maîtrisée, où justement le dissensus est important, les positions ne s'équivalent pas, où chacun tout de même continue à vouloir dire peut-être pas le vrai, mais à avancer dans la connaissance du réel. Et je trouve que ça pourrait être intéressant dans ce projet-là de mesurer à quel point c'est un certain style de sciences sociales et presque des sciences sociales imaginaires qui sont mobilisées.
du dissensus, il y en a beaucoup. Bailly construit le dépaysement entièrement contre la notion de non-lieu. Je ne pense pas que Marc Roger aurait jamais souhaité rencontrer Maspero sur le sentiment d'une solidarité dans la qualification du réel. Et je trouve qu'on peut réintroduire dans toute cette belle taxinomie qui donnait le sentiment d'une littérature qui avance, toute force confondue dans le même sens, beaucoup de dissensus, parce qu'ils écrivent aussi beaucoup les uns contre les autres dans des oppositions subtiles. On l'avait vu, on était ensemble dans un travail autour de l'environnement. Bailly ne se reconnaît pas du tout dans l'entreprise de Depardon sur la France, un beau collectif photographique qui s'appelle France au pluriel territoire liquide est venu de ce sentiment de désaccord. Donc je pense que dans ce rapprochement entre littérature et sciences sociales, il y a aussi beaucoup de dissensus, c'est-à-dire c'est dans le fait que le territoire de la littérature contemporaine soit aussi un territoire de conflit, et de conflit sur la qualification du réel, que ça se rapproche. Et je pense qu'on peut accepter, on peut vraiment accepter l'idée, elle n'est pas forcément affaiblissante, que les sciences sociales ici sont en grande partie imaginaires. Enfin, j'y crois vraiment. Tu dis deux choses à la fois. Le fait qu'il y ait des dissensions, des différences entre ces auteurs et ces œuvres, ça j'en suis absolument persuadé, il n'y a absolument aucune question là-dessus. Pas seulement des différences, mais une intention de conflictualité. Oui. Et qui les rapproche quand même d'une entreprise scientifique où on n'abolit pas tout désir de dialogue. Mais bien sûr. Mais justement, ce qui les rapproche, c'est qu'ils entrent dans un conflit sur des questions qui leur sont communes, en fait. Sur ces questions que je nomme de terrain, qui sont communes. Alors, évidemment, dans l'exposé là de ce soir, où il s'agissait de baliser un paysage, il ne s'agit pas d'entrer dans les différences ou dans les oppositions entre tel ou tel. Ça demanderait plus de temps, puis ça demanderait de prendre des cas particuliers et de les fouiller un peu plus. De même, on ne peut pas mettre Chauvier dans la même catégorie que d'autres anthropologues, ou même d'écrivains qui ont une dimension un peu d'anthropologue. Alors après, est-ce que c'est des sciences sociales imaginaires ? Oui et non. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la vulgate que de l'imaginaire. C'est-à-dire que ces écrivains ne sont évidemment pas, sauf peut-être un ou deux d'entre eux, des spécialistes de telle ou telle science sociale. Puis ce n'est pas les sciences sociales en général, je les désigne comme ça par commodité, c'est plutôt certains secteurs des sciences sociales. Par exemple, une certaine forme d'ethnologie du proche, et encore il y en a plusieurs, par exemple, et pas l'ethnologie en général, ou pas l'anthropologie en général, ça bien évidemment. Mais je pense que s'il y a de la représentation imaginaire, et il y en a très certainement, il faudrait faire même un travail presque de sociocritique de ceux qui transitent. Il y a aussi une sorte de vulgate qui s'est répandue, parce que finalement, ce que disait Danilo tout à l'heure sur le fait que les ouvrages de sciences sociales ne se vendent plus, c'est très vrai, mais les ouvrages de vulgarisation de sciences sociales sont des best-sellers. Et donc, il y a beaucoup de choses qui passent par cette espèce d'imprégnation un peu sauvage. Tu vois, et je crois vraiment que pour beaucoup d'écrivains, ça touche à leur vadémécum lorsqu'ils entreprennent ces entreprises-là, ces pratiques-là. Ou peut-être, si je peux le reformuler, des sciences sociales imaginairement homogènes. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas Attention, je donne juste un exemple, Marielle, pour appuyer ce que tu dis. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le dernier livre de Jablonka si on ne comprend pas que tout son discours s'inscrit contre les annales, contre l'école des annales, avec tout ce que ça implique de massivité épistémologique. Bon, c'est vrai que si on le prend tel quel, on ne peut pas comprendre la tension dans laquelle il est. Voilà, c'est juste pour donner une idée de ces tensions. Je peux dire un truc parce que vous avez profondément raison. Et dans les sciences sociales, il n'y a pas seulement des divisions à l'interne des sciences sociales, ça va de soi, des écoles, mais même entre les disciplines. Ce que vous venez de dire est beaucoup plus proche de l'ethnologie que de la sociologie, déjà, lorsque vous parlez d'ethnologie de la proximité, etc. Mais ce qui est une différence, me semble-t-il, de la manière d'utiliser l'enquête, c'est que dans les sciences sociales, excusez-moi de revenir au mot, l'emploi de la subjectivité, recours de légitimité est toujours quelque chose de problématique.
Tandis que dans vos auteurs, l'effet de légitimité qui donne la subjectivité personnelle est essentiel. Et ça, c'est une vraie différence. Bien sûr. Une vraie différence. Bien sûr. C'est ça que j'avais dit pendant l'écriture du moi que je mal exprimé. C'était ça pour moi qui Mais était en une même vraie temps, différence. la référence à Jablonka me fait penser à cette espèce d'émergence de l'égo-histoire de manière extraordinairement massive chez nos collègues historiens. Le fait que simplement le texte qu'on appelle le document de synthèse dans les habilitations de recherche deviennent des livres où chacun raconte son trajet. C'est quand même assez symptomatique de ce que vous disiez, Danilo, tout à l'heure. Mais on est là dans des secteurs très différents de ce que j'essaye d'évoquer. D'autres Oui, moi je me posais, un ignorant total de ces domaines, une question sur les fondements philosophiques de cette réflexion. Quelles sont les notions motrices? Est-ce que celles de l'autre? C'est-à-dire que je ne vais pas, sans rien savoir d'une personne que je rencontre qui m'intéresse, me mettre à écrire sans prendre quelques renseignements les plus sérieux possibles, et du coup ça se déclenche. Donc c'est cette dimension ethnologique qui aurait l'autre au cœur de cette démarche. Ou est-ce que la notion de dette peut être mobilisée au sens où il y aurait une dette vis-à-vis qui est une problématique plus liée à déjà une certaine réflexion sur l'histoire. C'est juste une suggestion. En fait, je pense que les deux valent, mais pas pour les mêmes types de textes. La question de la dette m'avait semblé effectivement très, très présente et très activée dans cette forme littéraire que j'ai évoquée un peu au début, que j'avais appelé les récits de filiation, auxquels Jablonka a recours dans l'histoire des grands-parents du Padu, où on est vraiment dans un sentiment de la dette, dans un sentiment de l'héritage, mais d'un héritage qui n'a pas été transmis, qui a été tu, qui a été empêché pour toutes sortes de raisons historiques ou parfois des raisons psychologiques. Enfin, le père de Martine Sonnet, ce n'est pas du tout des raisons historiques. Et donc, j'avais proposé, pour rendre compte de ça, la notion d'éthique de la restitution. C'est-à-dire que c'était des entreprises qui visaient à restituer des vies, des expériences, des trajets, dans les deux sens du terme restituer, c'est-à-dire les reconstituer, hein, les donner à lire et à connaître, et en même temps les restituer au sens où on restitue quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire où on rend à des ascendants ce qu'ils ont transmis d'une certaine façon. Donc ça vaut effectivement, et ça vaut beaucoup plus pour les textes qui sont orientés dans une perspective historienne. Hein, et plus encore pour la récifiliation, peut-être que pour les fictions biographiques qui se prennent à des personnages fascinants, mais dans lesquels parfois on se reconnaît ou dont on a le sentiment qu'ils ont contribué à la formation de celui qui écrit, mais pas toujours. En revanche, c'est plutôt une expérience de l'altérité qui domine, je dirais, la majeure partie des textes que j'évoquais, une confrontation à une altérité, mais qui n'est pas forcément une altérité humaine, même si elle le devient. Le cas de Vasset est quand même tout à fait symptomatique. Il entreprend d'aller visiter ces lieux qui ne sont pas répertoriés par les cartes. Là, a priori, il ne pense pas véritablement y découvrir de l'autre au sens un autre lui-même ou une autre humanité. Hein. Il la découvre de manière complètement empirique. Donc la démarche n'était pas cette recherche-là. Mais il y a quand même l'idée qu'on ne se satisfait pas de l'Umwelt, finalement, vous voyez, du monde dont on a conscience, qu'on a repéré, identifié autour de nous, et on veut interroger ces altérités. Parfois, ces altérités sont des altérités extrêmement proches, d'où les questions d'ethnologie du proche, d'ailleurs, parce que ça peut être la personne qui fait ses courses dans le supermarché ou qui voyage avec vous dans le RER, mais qu'on ne regarde pas parce qu'on est tout orienté par son propre trajet. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a une sorte de scrupule qui est aussi une forme de scrupule éthique, hein, effectivement, dans la prise de conscience de l'existence de l'autre, d'un certain nombre d'altérités. Et dans ce cas-là, effectivement, cette notion-là me semble plus dominante, finalement, hein, que celle de la dette ou de la restitution, au moins pour la majeure partie de ces textes.
Avant de donner la parole ici, juste une chose que j'ai oubliée. Tu as mentionné très rapidement à propos de l'autofiction et de Brodsky la question de la cure analytique, mais il me semble que dans notre culture commune, telle qu'elle s'est mise en place, la psychanalyse fait partie de cette culture au même titre que le journalisme et les sciences sociales, et que cette idée de l'enquête assortie de la montée en puissance du jeu est aussi un des effets, me semble-t-il, de la diffusion de la culture analytique. C'est évident, mais je pense que ça vaut la peine d'être dit. Merci beaucoup. Je me demandais si la littérature ne peut pas faire quelque chose peut faire quelque chose que les sciences humaines ne peuvent pas faire. À savoir, je suis littéraire comme vous, donc ma connaissance est très superficielle, mais je fréquente un peu l'anthropologie et l'ethnographie, plus particulièrement. Et premièrement, on ne peut pas indiquer les vraies identités, normalement, de ceux qu'on interroge sur le terrain. Donc c'est une première contrainte qui enlève à l'humanité de ceux qu'on croise sur le terrain. Deuxièmement, on ne publie pas les carnets, sauf je pense qu'on a publié les carnets de Malinowski, mais c'est quelque chose, c'est de l'ordre vraiment de canonisation du père fondateur, mais généralement on ne le fait pas pour la même raison d'ailleurs. Jeanne Fabressada l'a fait. Jeanne Fabressada avec José Contreras a publié les carnets de terrain de son enquête sur la sorcellerie dans le bocage. Mais c'est un exemple tout à fait c'est exceptionnel, c'est plutôt exceptionnel, il me semble, parce qu'il y a aussi donc les problématiques posées par les identités, etc. Donc ça serait une première réflexion, une question. D'ailleurs, on ne repasse pas par le terrain. Ça se fait pas aussi. Je pense que quelqu'un refait le terrain de Malinowski, le même village, mais je ne sais pas combien, 80 ans plus tard. Pascal Diby l'a fait lui-même sur son propre terrain 20 ans plus tard, dans le village retrouvé. D'accord, mais est-ce que c'est le même terrain? Voilà, c'est le même village. Il y a les questions qui se posent immédiatement, alors qu'il s'agit des ethnographies plutôt urbaines et à ce que j'avais compris. Donc c'est un peu différent. Et une association, voire deux, c'était, je pensais au projet des écrivains soviétiques de la littérature du fait. Donc c'est un certain type de reportage, ouvrier, etc., donc qui résonne un peu avec une des catégories que vous avez évoquées, mais qui s'inscrit dans un projet social, donc c'est très différent. Et le journaliste qui s'appelle Gonz, journalisme, c'est comme Hunter Thompson, qui est l'auteur de Las Vegas Parano, je pense, en français, voilà, qui introduit sa propre personne dans le reportage, qui s'amusait beaucoup à raconter sa vie dans ces reportages, qui ont fondé toute une veine journalistique des reportages avec la présence forte de la figure de l'auteur. Et d'où donc une dernière remarque, c'est sur la subjectivité et l'agentivité, je dirais même, de l'écrivain, sans doute en crise, qui revient avec ce type d'écriture. Parce que l'ethnographie dont on parle ici, donc plutôt qualitative, post-Clifford Geertz, etc., c'était aussi une réponse à une certaine crise dans les sciences humaines et sociales, et au fait qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas soumettre aux opérations de vérification le résultat d'un terrain, par exemple. Et donc Clifford Geertz s'est bien débrouillé, il a proposé un nouveau type de l'analyse, de l'interprétation. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, thick description. Dense, ouais. Et donc il proposait cette interprétation dense, densifiée,
mais qui ne se base nécessairement pas sur tout un ensemble énorme de données, donc de l'ordre de micro-analyse, de micro-histoire. Mais cette crise n'a pas été totalement évacuée depuis. Il y a toujours des tensions, et notamment, je pense que dans les années 80 ou 90, il y avait tout un débat dans ce monde d'ethnographie et d'anthropologie, mais c'est de la littérature ce que vous faites dans ces terrains, dans ces enquêtes de terrain. Voilà. C'est beaucoup de choses. Alors, rapidement, sur la question de l'identité, en fait, en littérature non plus, on ne donne pas les identités parce qu'il y a des problèmes juridiques. 2 exemples là-dessus. François Bon, que j'ai évoqué plusieurs fois, a dû affronter des procès, notamment pour son livre Prison, alors même qu'il avait travesti l'identité des personnages, mais travesti de manière trop transparente selon le détenu qui l'a assigné en justice. Donc la question de donner l'identité effective, c'est, je veux dire qu'en littérature, là aussi, il y a toutes sortes de prudences. Alors, on évoquait tout à l'heure les autofictions, on connaissait tous les problèmes que ça peut susciter, les procès, etc. En revanche, il y a quand même un cas que je pourrais signaler, c'est le cas du livre de Malinconi avec la compagne de Dutroux, qui a fait les entretiens. Et une fois que les entretiens ont été faits, Malinconi lui a donné à lire ces entretiens, elle a refusé la publication, et Malinconi a publié quand même, parce qu'elle considérait que c'était véritablement de son, je sais pas, devoir, ou enfin, qu'il y avait une légitimité particulière à publier malgré l'interdiction de cette femme, et que l'interdiction de cette femme n'était pas légitime au vu de ce dont elle s'était elle-même rendue coupable peut-être. Alors, publication des carnets, oui, d'ailleurs beaucoup de ces œuvres prennent la forme de carnets. Donc là, vous avez tout à fait raison. La question du retour sur le terrain n'est pas véritablement pertinente. C'est assez rare que ces écrivains reviennent aussi sur le terrain qu'ils ont. Il y a un principe, et ça répond un peu d'ailleurs à la toute dernière de vos questions, il y a un peu un principe d'unicité. Et d'une certaine façon, sur cette, parce que je colle en même temps à votre dernière question, sur la subjectivité de l'écrivain et la dimension invérifiable du propos, etc., il y a un principe qui est tout à fait particulier à l'œuvre littéraire, c'est que, par définition, l'œuvre littéraire est invérifiable. Et que de toute façon, cette question-là n'a pas de pertinence dans le champ littéraire. Voyez ? Donc on ne peut pas aller vérifier si le clochard de la clôture qu'évoque Jean Rollin est bien semblable à ce que Jean Rollin a pu en dire. À partir du moment où l'écrivain fait œuvre, il s'installe dans cette singularité invérifiable. Et du coup, effectivement, on est dans un autre régime de vérité ou de pertinence que celui des sciences sociales, si je puis encore employer ce terme aussi global, sans vexer Marielle. Bon, sur le journalisme, oui, vous avez tout à fait raison, et c'est intéressant aussi parce que, on parlait de Florence Aubenas tout à l'heure, moi je pensais en vous écoutant à Günter Grass. Vous savez, qui s'était déguisé en turc pour faire une enquête sur la manière dont les Turcs étaient perçus en Allemagne. Et il raconte son aventure avec effectivement les exactions, les réactions dont il est l'objet. Il y a là une mise en scène de soi. C'est pas du tout ce qui se passe dans les livres que j'évoque, et c'est peut-être une différence. Alors, Florence Aubenas, elle est un peu à la limite, ça dépend si on parle du quai de Ouistreham, où elle joue effectivement elle aussi un rôle d'une personne au chômage qui finit par faire des ménages parce qu'elle trouve rien d'autre, ou si on parle de son livre En France, qui est plus un ensemble de petits fragments de reportages. Voilà, donc ces choses-là méritent aussi d'être précisées un peu dans la nuance. Et je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais enfin oui, si sur la littérature du fait, mais je crois que j'ai évoqué les factographies, notamment le travail de Zenetti sur cette question, qui a publié il n'y a pas très longtemps une thèse sur ça, en comparant aussi avec ce qui était fait du côté des Américains, Reznikov et ce genre de choses. Merci Dominique, malheureusement je crois qu'on doit s'arrêter.